Merci pour vos différentes interventions qui ont montré un spectre assez large finalement sur ces questions de la capacité de l'Union européenne à intervenir dans des missions civiles dans cette dimension cyber. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est d'ouvrir la table ronde avec peut-être des questions s'il y en a dans la salle. C'est une question assez générale et fondamentale pour situer le contexte de représentation de toutes ces informations dont je vous remercie beaucoup, qui sont vraiment très riches. Je crois savoir que dans le programme 2020 de l'Union européenne, il y a un programme Futur Internet, et de manière très grossière comme ça, on peut définir que l'Union européenne à la fois fait de la recherche fondamentale pour imaginer sur une sorte de table rase, clean slate, d'autres infrastructures Internet pour lesquelles certains acteurs disent que tous ces problèmes de sécurité sont dus à des infrastructures poreuses, on peut dire rapidement les choses. On a un acteur fameux comme Louis Cousin qui dit Internet est bâti sur un marécage, tout ça c'est la faute des Américains, c'est la faute de la NSA, etc. Qui n'a pas voulu sécuriser à la base, donc on est obligé de faire tout ça. Et puis il y a un autre secteur de travail de l'Union européenne qui collabore beaucoup. Par exemple, il y a un gros programme IPv6 en collaboration avec la Chine, et des projets qui sont des projets aussi plus d'amélioration incrémentale des réseaux, plutôt que d'une approche table rase. Alors, ma question, c'est est-ce que les gens qui réfléchissent à la cyberdéfense et à la cybersécurité, notamment ce travail merveilleux qui est fait à Poète-Quidan, est-ce qu'il y a une doctrine sur le sujet, sur où est-ce qu'il faudrait aller, que pour les 10 ans à venir, on soit de façon très mal embarqué, on n'a pas le choix, mais vers quoi est-ce qu'il y a une doctrine sur ce sujet-là? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez exactement par doctrine. C'est vrai qu'on parlait du manuel de Tallinn. Il y a clairement une réflexion qui est menée. Ça, il n'y a aucun problème. C'est plutôt au niveau opérationnel et de mise en œuvre, véritablement. Mais par contre, vous avez une multitude de textes où, effectivement, on envisage au niveau stratégique quelle doit être la cybersécurité de l'Union européenne. Par exemple, après, il y a beaucoup de déclarations, comme je le disais, d'intentions qui sont très nobles. Et c'est déjà pas mal d'avoir une volonté politique commune, parce qu'après tout, chaque État a sa sensibilité, a ses intérêts surtout. Donc clairement, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont menées. Moi, à mon sens, c'est plus au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'après avoir mené tous ces efforts de réflexion, il faut passer à l'acte. C'est surtout ça pour moi, mais c'est un point de vue personnel. Et donc j'ai une autre question. Donc au travers de la table ronde, on a bien entendu des points de vue juridiques, un point de vue très technique, on arrive à suivre. Mais ma question est, avec ces textes de plus en plus précis, qui traduisent la maturation de la pensée, les industriels ou les clients au sens large voient arriver des appels d'offres ou au contraire exprimer des besoins avec de plus en plus de textes structurants. Et donc ma question est, comment voyez-vous, donc je m'adresse à la fois à l'ingénieur et à la juriste, le niveau de recouvrement des compétences pour un juriste, jusqu'où faut-il ne pas aller au niveau technique, et pour un ingénieur, jusqu'où faut-il ne pas aller ignorer les lois et l'antivirus. Merci. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous répondre là vraiment strictement en tant qu'avocat opérationnel sur le terrain. Nous, quand nous avons dans le cadre d'affaires des questions techniques au niveau informatique,
ce n'est pas notre partie. C'est-à-dire que nous avons des rôles extrêmement... alors après, je suis d'accord qu'il faut quand même connaître un minimum et plus qu'un minimum, mais en tout cas, il nous est interdit, nous, de rentrer dans une partie technique quand on désigne, par exemple, un expert judiciaire. L'expert judiciaire, inversement, n'a absolument pas le droit de se positionner sur des questions de droit. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son métier. C'est vrai que nous, au niveau juridique, alors la difficulté, l'ambiguïté, c'est que le magistrat, ne connaissant pas lui-même forcément la matière technique, va être obligé de s'en référer au rapport de l'expert. Mais nous, nous sommes plus dans des questions purement de la technique juridique. On n'est pas censé rentrer dans le champ de compétences de l'expert. Ce sont des rôles qui sont strictement attribués par la loi, par le code de procédure civile ou pénale, mais en tout cas, on n'a pas la possibilité d'interférer. Après, il est clair qu'il faut, je pense, avoir des connaissances sur le sujet. Mais c'est une question qui se pose dans plein d'autres matières juridiques. Je vais prendre un exemple très pragmatique. Et voilà, en matière immobilière, c'est sûr que les experts d'assurance, quand un immeuble s'écroule ou qu'il y a un avocat, est censé quand même bien connaître certaines règles de structure, de matériaux, pour pouvoir comprendre et contrecarrer parfois les positions de l'expert, parce qu'on va avoir un rapport qui est rendu. Mais nous, notre rôle en tant qu'avocat, en fonction des intérêts qu'on défend, il faut dire les choses très clairement, on va attaquer le rapport sur tel ou tel point. Et effectivement, si vous n'avez aucune connaissance technique, alors vous avez deux possibilités, soit vous en avez, vous allez pouvoir critiquer judicialement le rapport, si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites tout simplement ? Et aussi pour cadrer les choses, pour que ça ait plus de poids vis-à-vis du magistrat, vous allez demander une contre-expertise, qui généralement est obtenue. Après, ça devient un peu une bataille d'experts, mais je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'avais eu le cadre d'une affaire, au niveau de collecte déloyale de données personnelles. L'aspect technique devant les tribunaux est quasiment occulté. C'est pas vous paraître très surprenant aux ingénieurs informatiques qui sont ici. Mais nous, à partir du moment où une responsabilité, on estime qu'elle est établie, on ne va absolument pas s'amuser dans le cadre de plaidoirie devant un tribunal, partir dans des questions techniques. On va partir du montant, du chiffrage du montant du dommage, ce qu'on souhaite comme réparation. Ça va être beaucoup plus ça, notre sujet de discussion. On considère que quand l'attribution est claire, parce qu'il y a quand même des dossiers où on arrive à remonter aux responsabilités, c'est plus du tout une question sur laquelle on va discuter. On va estimer que voilà, la responsabilité établie, comment, pourquoi. Je pense à cette affaire parce que justement, on ne savait pas quels moyens avait utilisé cette personne pour collecter des millions de données personnelles qu'il avait ensuite mis sur Internet aux yeux de tous et qui concernaient des données privées. Le magistrat, personne n'a vraiment su, ni les enquêteurs, ni les avocats, ni les magistrats, comment cette personne s'était procuré ces moyens, ces données, comment elle les avait collectées à un si grand nombre, quel était le moyen technique, mais je vais vous étonner, ça ne nous intéressait pas. Ça peut paraître bizarre, je ne pense pas forcément que ce soit bien. Mais la question n'était plus là. Cette personne, dans le cadre d'une garde à vue, avait reconnu sa culpabilité. Pour nous, c'était plié. On n'allait pas recommencer à dire comment vous avez fait. Sans doute été intéressant de le savoir pour éviter que ça se reproduise, mais en fait, ça n'est concrètement plus la question qui est posée dans le cadre où on arrive vraiment à la fin de la procédure, dans le cadre des plaidoiries. Voilà. Sur l'autre partie du problème, heureusement pour nous, on n'est pas des juristes. Donc en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects d'un point de vue enquête forensique, donc on doit revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, pour nous comprendre tout d'un incident. Et il y a plusieurs législations qui vont quelque part nous limiter dans ce qu'on est capable de faire. Je pense que la plus évidente, c'est la durée de conservation des journaux, des logs, des données personnelles des utilisateurs. Oui. Il y a des législations qui sont très spécifiques, notamment au niveau européen et même au niveau des États. Et donc à partir de là, par exemple, si on est au courant qu'il y a eu une intrusion il y a 5 ans, logiquement on ne devrait même pas avoir les moyens de regarder sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je ne saurais même pas dire s'il y a déjà eu des cas judiciaires où il y a eu des organismes ou des entreprises qui ont été poursuivies pour avoir conservé trop longtemps des logs, parce que nous on voit plutôt le contraire généralement, on voit plus souvent pas de logs que trop de logs. Un autre aspect, c'est que moi j'ai une expérience de pentester, donc je faisais du test d'intrusion en fait pour une grande entreprise française en tant que consultant, et c'est vrai que là on avait besoin toujours d'avoir un soutien juridique, et on en a un au CERTIO, on a un expert juridique au CERTIO,
Parce que des fois on se pose des questions pas uniquement éthiques, mais des questions légales. Par exemple, j'ai un client qui me demande d'essayer de faire ça, c'est un peu en dehors du périmètre, c'est chez un hébergeur, il ne veut pas que l'hébergeur soit au courant parce qu'il ne veut pas qu'il cache les trucs. Là il y a des aspects juridiques qui sont très importants pour nous en tant qu'experts techniques. Un autre aspect, c'est... Moi, une seule fois j'ai été assigné comme expert judiciaire. Toute la difficulté pour un technique comme moi, c'est d'être capable d'être compréhensible. Vous l'avez peut-être compris là quand j'ai fait ma présentation, c'est que des fois je peux être un peu trop technique, et notamment dans le cadre d'une expertise judiciaire, il faut que le magistrat il comprenne de quoi je parle. Parce que si je commence à parler de reverse engineering et d'injection de code en mémoire, il va lire le truc, il va faire je sais même pas ce que je vais en faire, si c'est bien, si c'est pas bien, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un aspect dans lequel nous, on doit, en tant que technique, on doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se rendre compréhensible, c'est toujours la grande difficulté des gens qui sont très techniques comme moi. Après, c'est pas souvent le cas, c'est-à-dire que la plupart des cas sur lesquels on intervient, il y aura très rarement des poursuites judiciaires. Il y a quelques cas, je ne peux pas en parler, mais globalement, quand on a une intrusion, on est plus dans la réaction urgente de ok, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont rentrés, comment je fais pour les détecter, comment je nettoie, est-ce que ça a un impact en dehors, est-ce que la presse va être au courant. Et donc on est plus dans ces probabilités-là qu'on va collecter correctement les preuves pour après faire des poursuites judiciaires. Et malheureusement, il arrive parfois où après le début d'une investigation, on se rend compte que c'est pas un truc si compliqué que ça, c'est un truc interne, ok, on va essayer de pousser ça au judiciaire, et puis là, les experts judiciaires arrivent, puis nous disent tout ce que vous avez pris là, ça n'a aucune preuve parce que ça a été fait n'importe comment. Donc c'est vrai que pour nous c'est une problématique, que les contraintes que la justice met sur la validité d'une preuve, en tout cas en Europe, et je pense que c'est encore pire aux États-Unis, ce qu'on appelle la chain of custody, donc c'est le fait que quand on prend une image forensique par exemple, il faut être sûr il faut qu'il y ait plusieurs témoins, il faut qu'il y ait des experts judiciaires qui soient là, il faut que la preuve, on puisse prouver qu'elle n'a jamais été modifiée, donc on sache à n'importe quel moment du jour et de la nuit où est-ce qu'elle était, qui y avait accès. Il faut garder un truc de log, c'est très contraignant pour les enquêteurs, et ça va dans le sens contraire de nous, ce qu'on nous demande en tant que comme équipe de réponse à un plan de sécurité, c'est-à-dire de réagir vite et de donner vite des résultats pour qu'on empêche l'hémorragie. C'est comme si on demandait à un médecin de faire signer un papier au patient avant de commencer à recoudre parce qu'il s'est pris une bagnole dans le ventre, un truc comme ça. C'est des aspects qui sont compliqués. Alors c'est vrai que je confirme tout à fait sur le terrain. La difficulté, c'est vrai qu'au niveau de la conservation des preuves, il y a des règles extrêmement strictes. D'ailleurs, le barreau de Paris avait édicté des actes en compagnie des huissiers de justice et d'experts informatiques, des actes assez précis pour voir effectivement comment collecter une preuve de bonne qualité. Parce que le problème, c'est que si effectivement il y a eu un passage et que les traces ont été modifiées ou autres, forcément vous allez avoir un adversaire dans le cadre d'un procès qui va profiter de cette faille pour démonter votre dossier. C'est ça aussi le travail. Donc la nécessité d'avoir vraiment une preuve, l'intégrité de la preuve est très importante. Alors c'est vrai que par contre aux États-Unis, ils sont très précis par rapport à certaines choses, mais ils ont quand même en matière de preuve une procédure qui est beaucoup plus invasive que la nôtre, avec des moyens qui ne sont absolument pas les nôtres. C'est la fameuse procédure de discovery qui permet, en fait, ils ont quasiment eux des moyens d'investigation que nous, par exemple, en tant qu'avocats français, nous n'avons pas. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être très exigeants sur certaines choses, mais alors là, par contre, à partir du moment où il s'agit de constituer une preuve, ils ont beaucoup plus de marge de liberté que nous. Et dernier point, il faut dire aussi que évidemment, pour une entreprise, l'important est de rétablir le fonctionnement informatique le plus rapidement possible. Le fameux plan de reprise d'activité ou de retour d'activité, c'est l'objectif essentiel. Après, à partir du moment où ça remarche, on n'a pas forcément envie de se lancer dans une procédure judiciaire. Nous, on le voit beaucoup plus sur le terrain en matière de concurrence déloyale ou d'espionnage industriel, voilà, pour employer un terme qui soit plus peut-être lisible pour des non-juridiques. Mais c'est vrai que l'expérience judiciaire, il y a eu un rapport interministériel de la cybercriminalité. Vous voyez bien que le nombre d'affaires portées devant les tribunaux est extrêmement réduit. Et pour être tout à fait franche, c'est pas forcément un contentieux qui passionne les magistrats non plus, parce que vous allez mêler des atteintes au système d'intrusion informatique de données à de la délinquance ordinaire, à des coups et blessures. Vous allez
retrouver tout ce monde-là dans une salle d'audience, il y a quand même une hiérarchie qui fait qu'on l'a bien vu lors des attentats, quand des gens sont blessés et tués, il y a quand même un ordre de priorité par rapport à une intrusion informatique qui certes est dérangeante, où forcément, dans le contexte global, on va replacer ces intrusions informatiques dans des coups et blessures ou dans des violences faites aux personnes, et forcément ça va venir un peu en second plan, faut quand même le dire très franchement. Et c'est normal quelque part. Oui, merci. Si vous permettez, pour recentrer un peu sur nos missions civiles, toutes les exposés qui ont eu lieu, moi ça m'inspire un certain nombre de réflexions, deux types de réflexions en fait. D'abord pour ce qui concerne la protection de nos missions civiles, bon c'est dommage que Michael Merkel ne soit pas là, mais il y a certainement un certain nombre d'améliorations à apporter dans quelques domaines. D'abord dans le domaine de la doctrine. Est-ce que au sein de l'Union européenne, on n'aurait pas intérêt à développer pour les missions civiles ce que l'on appelle dans notre jargon les concepts, qui sont des documents généraux qui vont servir ensuite à la planification de nos missions civiles. Je ne sais pas, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'en existe pas dans le domaine militaire, mais c'est une réflexion qu'on pourrait avoir. Deuxièmement, dans les documents de planification eux-mêmes, c'est vrai que j'ai vu un certain nombre de documents de planification depuis que je travaille dans ce domaine. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de savoir si, en termes de perception de la menace cyber dans les théâtres d'opération où on est développé, on ne devrait pas être un peu plus précis. De la même façon, est-ce que nos annexes CIS ne devraient pas être plus précises dans ce domaine. Et puis je vois un troisième domaine d'amélioration à partir de ce que disait tout à l'heure monsieur. Nos personnels des missions peuvent comporter, comme je disais, ce qu'on appelle des second national experts, peuvent comporter des personnels contractuels internationaux et aussi des personnels des institutions qui peuvent être détachés dans nos missions. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à la façon dont des personnels du CERT pourraient être détachés dans nos missions civiles. Donc voilà, un premier axe de réflexion sur la protection cyber de nos missions civiles. Il y a une deuxième chose que je n'ai pas abordée tout à l'heure, et je disais que dans nos missions, dans nos objectifs, l'objectif cyber n'apparaît pas dans nos actes juridiques ou dans les accords internationaux ou dans les invitations des États. Mais est-ce que dans l'avenir, on ne sera pas amené un jour à profiter du caractère extrêmement général de l'article 43 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit qu'on peut déployer des opérations de gestion de crise dans des domaines extrêmement variés. Actuellement, on déploie des missions civiles principalement pour la protection de l'état de droit dans le domaine de la police ou de la justice. Mais est-ce qu'un jour, une mission PES, que je ne sais pas si je mets à jour ça, mais ne pourrait pas être déployée en termes de capacity building pour améliorer les capacités de cette cyberdéfense d'État tiers? C'est un domaine qu'on ne peut quand même pas complètement négliger. Merci. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Oui. I had a small one, but it's already been answered partly. You spoke about, Mr. Emil, in one of your slides about missions need to be backed by a cert, like a dev cert in a mission abroad. A national cert normally has national regulations. Mm-hmm. How would you see a national cert serving a mission in an outer area out of Europe with a national regulation and boundaries to stay legal and also operate abroad? When it becomes a bit dodgy to collect information and in areas where you're not certified for it. Yeah. Thank you. Okay, that's a tough question. Maybe I can reply in French because I guess it's better for everybody. En fait, la manière dont nous on voit les choses, c'est qu'un cercle national, quand il y a une mission civile à l'étranger, c'est des gens qui vont être détachés
du périmètre du CERT. Donc, si c'est un CERT national comme la France, le CERT-FR, ça va être des Français. Si c'est une mission européenne, ça va être des membres, soit des agents contractuels internationaux, soit des membres des institutions. Et en fait, le CERT doit agir comme support, surtout pour gérer le réseau de la mission. Dans le sens où il ne doit pas y avoir d'ingérence avec les données qui sont en dehors du réseau de la mission. Par exemple, bien sûr qu'un CERT national, le CERT-FR, imaginons une mission, je ne sais pas moi, en Pologne, il n'aura aucun moyen d'obliger un fournisseur d'accès polonais à lui donner des logs de connexion de la ligne internet qui a été utilisée par sa mission. Par contre, le rôle du CERT, c'est de donner des informations en termes d'intelligence, en termes techniques, en termes d'alerte, au personnel sur place pour qu'ils puissent gérer leur petit réseau interne, entre guillemets. Ce qui peut être parfois compliqué quand on a des gens qui se retrouvent du coup à travailler dans des locaux qui sont gérés par une autre entité technique. Mais c'est surtout en fait dans le sens, je pense, de security awareness, où le rôle des CERT nationaux ou du CERT européen, c'est au moins que les gens, quand ils vont là-bas, ils sachent un peu un minimum ce à quoi ils s'exposent. C'est le principal intérêt. Et si possible, de donner plus de détails techniques. Plus de support technique en cas d'incident. Mais à partir du moment où le pays qu'envoie ses ressortissants en mission à l'étranger, il est propriétaire du matériel informatique que ces gens-là vont utiliser. Enfin, j'espère. Donc ça aide beaucoup, quoi. Donc à ce moment-là, il est en mesure au moins d'utiliser ça comme preuve pour faire ses investigations, sans nécessairement avoir besoin de recourir à l'aspect légal de forcer un autre CERT à collaborer. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Comme on a vu récemment à propos du cas Safe Harbor, jugé par la Cour européenne de justice, qu'il peut y avoir des contradictions, des divergences d'appréciation et des contradictions entre les aspects sécurité et les aspects liberté, respect des libertés fondamentales. Et cette contradiction, ces contradictions, on les voit à tous les niveaux, y compris au sein de l'Union, puisque cette Safe Harbor avait été combattue par le Parlement et imposée par la Commission. Donc c'est encore plus vrai au niveau il y a aussi des contradictions entre l'Union et les États membres. Et on a fait allusion aussi plusieurs fois au fait qu'il y a éventuellement des comportements qui ne sont pas toujours coopératifs entre États membres. Et il y a aussi des pratiques, enfin il y a aussi des contradictions et des gaps importants entre ce qui est recommandé, entre les textes et puis les pratiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, avec plaisir, parce que c'est un sujet effectivement qui est extrêmement intéressant. Vous faites référence à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été rendu le 6 octobre dernier et qui, pour replacer dans le contexte pour les gens qui ne sont pas forcément intéressés sur cette question, c'est vrai que concernant la protection de nos données personnelles, nous, citoyens européens, il avait été décidé de ne pouvoir accorder à des entreprises la possibilité de transférer nos données en dehors du territoire européen qu'à des pays qui ont un niveau de protection équivalent. Les États-Unis n'ont pas une loi, n'ont pas un protecteur des données personnelles tel que nous l'avons. Nous avons tous des agences nationales. Nous avons la CNIL en France. Au niveau européen, c'est G29, c'est-à-dire c'est la réunion de toutes les agences nationales au niveau de la protection des données. Et c'est vrai que les États-Unis n'avaient pas un dispositif similaire, mais par contre, ils ont dit en contrepartie, on vous fait un accord, Safe Harbor, sphère de sécurité, on vous garantit des droits équivalents. Et c'est vrai que la Commission européenne avait dit, écoutez, dans ce cas-là, c'est d'accord, les entreprises peuvent transférer ces données, les données de nos citoyens aux États-Unis. On sait que les entreprises américaines détiendraient environ 90% de nos données personnelles. Très récemment, donc, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que l'avis de la Commission, qui avait considéré cette sphère de sécurité suffisante,
en réalité ne l'était pas. Elle a invalidé en fait la position de la Cour européenne, de la Commission européenne. Alors c'est vrai que c'est intéressant. On peut se dire, je me suis posé la même question de vous, est-ce qu'il y a une dissension au niveau même des institutions européennes, c'est-à-dire que chacun y va un peu de son avis et finalement il n'y a pas réellement de coordination. Peut-être que c'était pratique aussi pour la Commission européenne par rapport aux affaires Snowden, par rapport à d'autres intérêts économiques. Je vous rappelle quand même que le président Obama avait déclaré avec un certain sourire et un peu d'humour, les Européens sont bien gentils, ils nous brandissent les questions d'éthique, les questions de la protection des données personnelles. En réalité, c'est que tout simplement, économiquement, ils ne sont pas aussi forts que nous et que ce sont des prétextes, en fait, qui sont invoqués pour récupérer leurs données. Je pense que, malheureusement, ce n'est pas complètement faux. Parce qu'il est vrai qu'au niveau des États de l'Union européenne, il y a une protection des données personnelles, mais en même temps, on voit dans les faits, sur le terrain, qu'il y a beaucoup d'entraves qui sont portées à cette protection des données personnelles. On a le souhait aussi, avec le big data, de développer l'économie numérique, ce qui est légitime. On veut que la France aussi ait des atouts économiques. Et donc forcément, il y a un peu une dissonance entre cette volonté de sécurité et cette volonté tout simplement que le commerce fonctionne bien. Donc on va ouvrir l'accès aux données, en même temps on va dire de manière un peu contradictoire qu'il faut les protéger, ce positionnement n'est pas très clair. Et c'est vrai qu'au niveau européen on retrouve cette ambivalence, mais moi après réflexion, alors là pareil c'est qu'un avis personnel, je me suis demandé si il n'y avait pas une concertation en fait en réalité avec la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne, et que finalement c'était le même objectif, à savoir faire comprendre aux États-Unis que nous, en Europe, nous avions effectivement le souhait de développer un cloud souverain, de rapatrier nos données chez nous, ou en tout cas d'entrer dans une guerre économique, entre guillemets, pour ces questions de données, parce qu'elles valent de l'or. On le sait très bien qu'avec le big data, ça constitue un enjeu économique considérable, et qu'on ne veut pas rater le tournant de notre développement économique et numérique à ce niveau-là. Donc je pense que, est-ce qu'il y a une dissonance sur certaines choses, effectivement, mais comme je vous le disais, sur les principaux objectifs, je pense qu'on s'accorde assez bien. Après, c'est plus une question, comme je le redis, de mise en œuvre. Après, concernant le respect des libertés, et là je vous renvoie vraiment encore à cette résolution du 25 novembre dernier concernant le terrorisme, qui est très très intéressante, parce que l'Union européenne a toujours quand même la volonté, on l'a vu dans l'affaire Snowden, il y a eu aussi des arrêts qui ont été rendus, des positions en tout cas au niveau européen, qui ont dit clairement, nous on ne souhaite pas, et qui ont même sanctionné parfois des États de l'Union européenne en disant on ne veut pas, nous, Union européenne, qui est de surveillance massive des réseaux. Vous avez des durées de conservation, parler de durée de conservation, il y a l'Angleterre, on ne peut pas dire vraiment, au niveau de l'Union européenne, c'est pas franchement, ils ne sont pas vraiment concernés, mais voilà, on invalide certaines positions d'État au niveau national dont on considère que même pour des questions de renseignement ou de lutte contre le terrorisme, on dit attention, n'allez pas trop loin sur la durée de conservation de ces données. Alors oui, là c'est peut-être plus là au niveau où l'ambivalence se situe, et je vous parlais de cette résolution du Parlement européen du 25 novembre parce que dans ce texte il est passionnant, il rappelle la nécessité de lutter contre le terrorisme et de garder quand même de la raison, que ces mesures soient proportionnées. On dit attention à ne pas tomber, on le dit clairement, c'est marqué noir sur blanc dans l'islamophobie par exemple, de ne pas tomber dans la stigmatisation des migrants. C'est écrit de manière très franche en disant faites attention, ne faites pas d'amalgame. On rappelle aussi qu'il y avait eu des attentats à Madrid en 2004, en Belgique, l'année dernière ou cette année en France, mais que malgré tout, il faut, par rapport à ces attentats, on s'est aperçu que finalement les motifs religieux, sur 125, il y en a eu 125, 152, il y en a, contrairement à ce qu'on croit, eu moins, c'est les chiffres d'Europol, il y en a eu moins en 2013 qu'en 2012, donc on était plutôt vers une décroissance au niveau des chiffres, et qu'on s'est aperçu qu'il n'y en avait que 2, en fait, qui concernaient des motifs religieux. Les autres sont plutôt des tentatives de déstabilisation d'États, de pseudo-États, mais en tout cas la question religieuse n'est absolument pas invoquée. Donc on rappelle la nécessité de proportionner toutes ces mesures quand même avec la liberté d'expression et surtout le droit à respect de la vie privée des citoyens. Et ça, l'Union européenne a une position intéressante là-dessus, qui va un peu à l'encontre des mesures d'état d'urgence qui sont ordonnées actuellement, et c'est intéressant.